cette nouvelle séance consacrée à la première séquence de géographie de 6e intitulée Les métropoles et leurs habitants. Aujourd'hui, nous restons à Montréal parce que lors de la séance précédente, nous avons découvert en partie ce qu'est une métropole, nous avons exploré le vocabulaire géographique d'une métropole, d'une ville, avec sa ville-centre, ses banlieues. Nous avons situé dans l'espace Montréal, mais nous n'avons pas encore véritablement vu comment on habite Montréal, une métropole de pays riches. Et c'est la question à laquelle nous allons essayer d'apporter aujourd'hui une réponse, ce qui va nous amener à réfléchir aux fonctions urbaines de Montréal. Autrement dit, Montréal, on y fait quoi? Ça sert à quoi, si je puis dire? Et ça permettra aussi d'évoquer ce que l'on appelle le rayonnement d'une métropole. Je vais m'en expliquer tout de suite. Donc au cours de cette première partie de séance, tu vas découvrir ce que sont les fonctions urbaines, mais aussi le rayonnement à plusieurs échelles géographiques d'ailleurs de Montréal. Alors, rien de mieux pour visiter une métropole comme Montréal, rien de mieux que d'aller voir des vlogs de voyageurs ou de voyageuses à travers le monde, et donc je t'ai déniché cette vidéo qui s'intitule Quelques idées de visite pour un premier voyage à Montréal, et ça sera l'occasion sans doute de voir des paysages urbains et d'associer à ces paysages des fonctions, c'est-à-dire à quoi sert tel ou tel quartier. Et tu noteras au passage que sur la capture d'écran, là, figurent les latitudes et longitudes, c'est-à-dire les coordonnées géographiques de Montréal. Et tu noteras que Montréal est donc situé dans le 45e parallèle nord et sur le 63e méridien ouest, sachant que ils n'ont pas remplacé le haut de ouest par un W, ce qui fait qu'on peut confondre avec un 0. Alors si on reprend quelques temps forts et quelques photos des visites de notre guide de Montréal, eh bien d'abord le Central Business District, comme on dit en Amérique du Nord, c'est-à-dire le quartier central des affaires, c'est-à-dire ces gratte-ciel qui ne sont pas des immeubles mais qui sont des gratte-ciel dont les plus modernes remontent aux 30 dernières années, tout de verre, d'aluminium et d'acier, et qui ont éventuellement une fonction résidentielle, mais ça n'est pas la fonction première d'un Central Business District, d'un CBD. Parce que dans ces villages miniatures que constituent chacun des gratte-ciel du CBD, on trouve à côté des logements, on trouve et à côté des boutiques, éventuellement des centres commerciaux, voire pourquoi pas des salles de spectacle. On trouve surtout des bureaux dans lesquels se traitent des affaires financières, commerciales. Donc c'est pas des ouvriers d'usine qui travaillent dans les CBD, ce sont plutôt ce qu'on appelle des cols blancs, c'est-à-dire des gens qui viennent en costume cravate, hommes ou femmes, et qui travaillent donc dans la finance, la banque ou les assurances. Mais dans un CBD, en fait, on trouve pratiquement toutes les dimensions et toutes les fonctions urbaines d'habiter dans une ville, c'est-à-dire se loger, c'est-à-dire travailler, c'est-à-dire avoir des loisirs, puisqu'on trouve même des cinémas dans les CBD et dans les gratte-ciel des CBD.
Ce qui était aussi intéressant dans le reportage de notre guide touristique, c'est qu'elle a bien mis l'accent sur le fait que même si Montréal est une ville plutôt récente, hein, rappelle-toi, sa fondation c'est 1642, c'est pas si vieux que cela dans l'histoire de l'humanité, même si c'est une ville récente, et bien malgré tout, d'un quartier à l'autre, on a des paysages, on a des époques, on a des fonctions urbaines et donc probablement aussi des habitants différents, puisque sur cette photographie, au premier plan, on a une maison qui d'ailleurs est devenue un musée, mais qui pourrait tout aussi bien être un logement. Alors, maison un peu bourgeoise, hein, certainement pour des gens riches, parce que de toute façon, on est quand même au centre-ville de Montréal. Mais là, c'est plutôt une maison du XVIIIe siècle, des années 1700 quelque chose. Plutôt une fonction touristique ici, puisque c'est un musée, mais ça pourrait être aussi une fonction résidentielle si c'était des logements. Et par contre, on aperçoit à l'arrière-plan, pas très loin, eh bien, un gratte-ciel, qui n'est pas tout d'aluminium. Lui, il y a beaucoup de béton, donc il doit être un petit peu plus ancien que les derniers fabriqués. Lui, il doit remonter aux années peut-être 1950. Voilà, c'est-à-dire qu'entre les deux bâtiments, entre la maison au premier plan et le gratte-ciel, il peut y avoir 150, facilement 150 ans d'écart, et sur une distance finalement très courte. Alors tu te rappelles que Montréal compte 4 millions d'habitants pour le Grand Montréal, avec les banlieues éloignées. On divise par deux et on obtient 2 millions d'habitants pour la ville-centre et ses banlieues proches. Donc se pose évidemment la question du ravitaillement. Comment peut-on nourrir autant d'habitants au quotidien? Donc l'existence de marchés, de vastes marchés couverts, eh bien, répond en partie à cette problématique. Et du coup, ça illustre la fonction travailler, hein, puisque c'est aussi un lieu de travail, mais ça peut devenir un lieu de loisir, puisqu'effectivement, il y a des gens qui se promènent dans un marché, font leurs courses ou pas, mais c'est un lieu de sociabilité où on peut boire un café, on peut discuter avec son commerçant ou avec d'autres clients, c'est un lieu de sociabilité. Et c'est ça aussi la ville, hein. C'est une autre dimension urbaine, une autre fonction urbaine de la ville que l'on voit à travers le marché Jean Talon. Alors, cette capture d'écran nous rappelle que la première fonction probablement d'une ville, c'est quand même de se loger, parce que par définition, la ville, c'est quand même pour des sédentaires, pour des gens qui habitent dans un logement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette capture d'écran, si tu regardes bien, je l'ai prise sur un site qui s'appelle expat.com, c'est-à-dire qui s'adresse à des Français qui ont l'intention, pour différentes raisons, notamment professionnelles, de quitter la France pour aller s'installer dans un pays en partie francophone, c'est-à-dire le Canada, et dans la partie francophone, c'est-à-dire là où on parle français, c'est-à-dire le Québec. Et donc, quand on veut s'installer au Québec, il y a de fortes chances pour qu'on aille s'installer à Montréal. Et donc, ça nous permet déjà d'aborder la question du rayonnement de Montréal. Parce que Montréal, comme tu peux le voir, attire des étrangers, donc notamment des Français, mais pas seulement. Et ça permet d'affirmer que Montréal possède un rayonnement international. C'est-à-dire que Montréal, c'est une ville connue. C'est peut-être pas la plus connue dans le monde, c'est peut-être pas celle qu'on va citer en premier, hein, évidemment, ce sera plutôt New York. Mais c'est une ville connue, c'est une ville qui attire
qui attire notamment des travailleurs. Donc on peut parler d'un rayonnement international. Et ça va donner à Montréal un côté cosmopolite que nous retrouverons en particulier tout à l'heure avec le quartier de Côte-des-Neiges. Et cosmopolite, ça veut dire que le monde entier, finalement, se donne rendez-vous à Montréal. Bon, la Grande Roue, qui est devenue un incontournable pour les grandes métropoles dignes de ce nom, évoque naturellement, avec ses images de fêtes foraines, évoque la dimension avoir des loisirs. Alors pour finir, dans le reportage de notre guide, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à plusieurs reprises, surtout si on est un peu distrait, on peut avoir l'impression qu'on a quitté Montréal, qu'on n'est plus dans Montréal et qu'on est au contraire en pleine campagne. Parce que Montréal, comme d'ailleurs Nairobi qu'on étudiera plus tard, sont des villes très 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 vertes, c'est-à-dire ouvertes sur la nature, avec des espaces verts. Alors c'est pas de la forêt, c'est pas de la campagne véritablement. On est quand même en ville, mais sauf que tu l'admettras, là sur cette image qui a été prise, sur cette photo qui a été prise à l'intérieur d'un parc de Montréal, on a l'impression d'être à peu près partout dans le monde, sauf dans une ville. Et évidemment, pour les Montréalais ou pour les touristes étrangers, ça illustre aussi la fonction loisir, parce qu'on peut y faire du sport, on peut y faire de la promenade, on peut y faire, j'imagine, des siestes allongées sur la pelouse. Voilà, c'est un espace de détente. Alors, tu reconnais, j'imagine, le plan de la ville-centre avec l'île de Montréal en particulier. Et tu dois te demander ce que vient faire ce plan dans mon propos. Si tu regardes bien, direction la capitale fédérale du Canada, c'est-à-dire Ottawa, à l'ouest de la ville-centre, tu vois qu'il existe un aéroport, Pierre Elliott Trudeau, du nom d'ailleurs du père de l'actuel Premier ministre du Canada, et c'est un aéroport international. Et ça, c'est la marque des villes qui ont un rayonnement international. Là, je te parlais tout à l'heure de rayonnement, on en a à nouveau la preuve, parce que tous les expatriés qui rêvent de venir vivre et travailler, faire leur vie à Montréal, ou tout simplement, comme notre guide, des touristes qui viennent passer un week-end ou quelques jours à Montréal, ils vont pas faire comme Homo sapiens, ils vont pas traverser sur la banquise à raison de 30 km par génération, hein. Ils prennent l'avion. Et donc ça veut dire que Montréal est doté d'un aéroport qui accueille les plus gros avions, gros porteurs civils, les Boeing, les Airbus, et que le monde entier se donne rendez-vous avec des lignes directes parfois, se donne rendez-vous à Montréal. Petit zoom sur la culture, sur les activités culturelles et religieuses ou éventuellement sportives, même si elles n'apparaissent pas sur cette diapo, parce qu'on voit que nous sommes à l'intérieur du centre-ville. On est vraiment dans le cœur de la ville-centre, on est dans le centre-ville, et comme tu peux voir, il y en a pour tous les goûts, des salles de spectacle. Donc ça aussi, ça va expliquer pourquoi Montréal rayonne à l'échelle du Québec, parce que quand on veut venir voir les Rolling Stones en concert,
si leur tournée mondiale passe par le Canada, avec un peu de chance, ils passeront par Montréal, par exemple. Ça, c'est pour les spectacles. Et puis tu vois, par exemple, qu'il y a en violet une université, l'université McGill. L'université McGill de Montréal n'est peut-être pas l'université la plus célèbre au monde. Elle est sûrement moins connue que Oxford et Cambridge en Angleterre. Elle est moins prestigieuse qu'Harvard aux États-Unis. Mais néanmoins, l'université de McGill, et c'est marqué sur la page d'accueil de son site internet, qui est multilingue, eh bien, on voit que cette université accueille des étudiants de 150 pays différents. Pour mémoire, la planète compte aujourd'hui à peu près 200 pays. Donc tu vois que ça en fait quand même les 3/4, qui envoient des étudiants étudier à McGill, à Montréal. Et que les étudiants étrangers, majoritairement francophones, encore une fois, c'est-à-dire parlant français, mais pas obligatoirement francophones, eh bien ces étudiants étrangers représentent, un étudiant sur 3 représente 30% des étudiants de Montréal. Donc là encore, ça montre le rayonnement de l'université McGill à l'échelle locale. Les Montréalais vont à McGill. Probablement à l'échelle nationale, parce qu'on peut penser qu'une partie des Canadiens, au moins des Québécois et peut-être des Canadiens, vont étudier à McGill à Montréal. Et donc aussi à l'échelle internationale, puisqu'on trouve des Français, des Belges et 128 et 148 autres pays représentés dans cette université. Et pour en finir avec le rayonnement de Montréal à l'échelle mondiale et la spécificité francophone, la particularité, la spécialité francophone de Montréal, eh bien peut-être n'est-il pas inutile de te rappeler ce que sont les Francopholies. Les Francopholies, c'est un festival qui se situe en France métropolitaine, à quelques encablures de Fort Boyard et du Père Fouras, c'est-à-dire à La Rochelle, sur la façade atlantique. Et au mois de juillet, pendant une quinzaine de jours, les meilleurs artistes français ou francophones, y compris donc des Québécois, se produisent chaque année. Donc c'est un des festivals majeurs en France, avec les Vieilles Charrues en Bretagne notamment. Et donc, pourquoi je te parle des Francopholies de La Rochelle? Parce que là, apparemment, on semble être très très loin de Montréal. Et bien, pas tant que ça. Parce que figure-toi que nos cousins québécois, puisque nous sommes cousins par la culture, par la langue française, eh bien, ont importé les Francopholies de La Rochelle, sauf qu'ils les ont rebaptisées les Franco de Montréal, et donc des artistes français traversent l'Atlantique, ou alors des artistes montréalais, québécois, s'expriment sur scène, jouent sur scène et participent au rayonnement de la langue française, si vitale aux yeux des Québécois, de Montréalais. Et ce festival des Franco de Montréal, qui est donc jumelé avec celui de La Rochelle, montre que Montréal est ouvert sur le monde, et particulièrement le monde francophone.